et une succession des ratés et des dissensions en son sein, en telle enseigne qu'il y a de plus en plus une sorte de désaffection de l'opinion nationale et internationale vis-à-vis de l'opposition. On en est même arrivé à se demander s'il existait encore une opposition au Zaïre. Et depuis une semaine, c'est dans tous les journaux, dans toute la presse, on en parle, on assiste à une excommunication mutuelle des membres de la famille politique Issor et alliés. L'opposition zaïroise semble donner l'impression d'avoir manqué son rendez-vous avec la transition. Bonsoir, Monsieur Mende. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Monsieur Capitaine. C'est un débat d'idées que nous allons échanger ce soir, alors je vais vous demander de vous serrer la main. Voilà, bonsoir alors. Monsieur Mende, le bal des chauves s'est poursuivi, comme le disait Monsieur Tshisekedi, il y a quelque temps dans votre famille politique. Vous êtes peut-être une des plus récentes top à être démasquée et à ce jour, vous rejoignez votre famille naturelle. Oui, nous avons entendu et lu tant de choses au sujet de ces allégations infamantes qui sont distribuées comme du petit pain par des amis, des personnalités que nous côtoyons au sein de notre famille politique. Je ne souhaite pas poursuivre ce débat qui n'est pas certainement celui que notre population attend. Il est clair que dans un débat d'idées, on peut faire des digressions pour essayer de se livrer à une sorte de guerre psychologique. Les mots sont utilisés, surtout les noms d'oiseaux, et je crois que c'est le cas de la taupe dont on parle chaque fois que l'on manque d'arguments pour pouvoir prouver le bien fondé d'un point de vue, et lorsqu'on manque de pugnacité pour convaincre une assemblée, alors on se livre à l'injure facile. Je préfère pour ma part considérer que cela relève d'une gestion tout à fait incantatoire du débat politique, et je préfère parler de choses concrètes, des grands principes pour lesquels l'opposition existe et que nous servons ou que nous ne servons pas. Voilà. Bonsoir, Monsieur Capitaine. Bonsoir, Madame. Dans le journal La Libre Expression, Madame Dr Sombo, qui a réagissé à la décision que vous avez prise de leur exclusion, il a dit que c'est vous, les membres de l'entourage de Monsieur Tshisekedi, qui êtes des vrais taupes, puisque vous êtes tous dans la sécurité. D'abord, Madame, j'espère que vous allez me permettre de faire une petite mise au point avant de répondre à cette question. C'est par humiliation et par souci de la vérité, par respect de notre peuple, que j'ai accepté de répondre à votre invitation. Ensuite, pour éclairer l'opinion. Pour éclairer l'opinion, votre personnalité. Qui a besoin de vous entendre sur cette question de la crise au sein de l'opposition. Votre courtoisie frappe, et on ne peut pas ne pas répondre à une invitation lancée par Chantal Kanimbo. C'est pour les débats démocratiques. Exact. Qui en bénéficient. Oui. Parler de l'entourage de M. Tshisekedi, c'est emprunter le langage propre au défunt parti État. Certes, M. Tshisekedi a un entourage dans la mesure où il a un groupe de collaborateurs qui sont soit des techniciens, soit des hommes politiques, soit des opérationnels libres. Je suis de la catégorie des hommes politiques. Je ne sais pas s'il faut parler de l'entourage de M. Tshisekedi dans le sens de l'entourage de M. Mobutu sur le défunt parti État. Madame Sombo est libre de mettre son point de vue, mais M. Capitaine n'a exclu personne. C'est la famille politique, Issor et alliés, qui a fait un constat d'auto-exclusion d'un nombre X de ses membres qui s'est prononcé afin de permettre à ces derniers d'agir et d'œuvrer librement sans être contraints par qui que ce soit et par quoi que ce soit.
Merci pour cette réponse. Alors, avant de continuer ces débats avec M. Mende et M. Kapita, je voudrais vous lire ici une mise au point de l'université du Bas-Zaïre que j'avais oublié, toutes mes excuses, de lire la semaine dernière. Dans l'émission, je vais vous la lire intégralement puisqu'il s'agit d'une mise au point. Dans l'émission 200 des cloches du mardi 9 avril 1996, M. Salou Yamba, défendant l'unitarisme, a évoqué l'Unibas dont il venait de suivre les images de la cérémonie de collation des grades à ses premiers diplômés, comme exemple des désordres qu'entraînerait le fédéralisme. Il y est revenu plusieurs fois au cours du débat. L'université du Bas-Zaïre regrette cette vision fort superficielle des efforts des personnes et communautés dévouées et soucieuses de redresser à tout prix la situation catastrophique que connaît l'enseignement universitaire de notre pays. Bien que créée par les fils Congo, l'université du Bas-Zaïre est comme toute université qui se veut digne, ouverte à tous les fils du Zaïre, d'Afrique et du monde entier. On retiendra que plus de la moitié des ingénieurs agronomes que l'Unibas vient des diplômés ne sont pas des Zaïrois et plus de 20% des étudiants de l'université, de toute l'université, ne sont pas originaires du Bas-Zaïre. En outre, l'Unibas a utilisé au cours de l'année académique 1994-1995 367 enseignants, parmi lesquels on compte 98 professeurs non originaires du Bas-Zaïre. En ce qui concerne les frais d'études, notre université, l'université de Bas-Zaïre donc, a choisi d'appliquer une disposition de sériation qu'elle juge parfaitement irréprochable, logiquement, moralement et financièrement. Les fils des parents Congo et même non Congo, mais résidant au Bas-Zaïre, payent le même montant, soit en moyenne l'équivalent en Nouveau-Zaïre de 2650 francs belges par trimestre. Les Zaïrois non originaires du Bas-Zaïre et non résidents au Bas-Zaïre payent en moyenne l'équivalent en Nouveau-Zaïre de 3650 francs belges par trimestre. Les non-zaïrois, c'est-à-dire des étrangers, payent en moyenne l'équivalent en Nouveau-Zaïre de 5650 francs belges par trimestre. La faveur accordée aux étudiants originaires du Bas-Zaïre n'est qu'apparente. En réalité, on retiendra en effet que primo, les étudiants Congo et non-Congo résidents au Bas-Zaïre payent le même montant et que les Zaïrois non-Congo et non-résidents ne payent pas le double, contrairement à ce que M. Saloumou a imaginé. Segundo, quiconque observe correctement les choses, c'est que les parents Congo et non-Congo, résidents créateurs de cette université, assument quotidiennement et par des cotisations dont il est divers et multiples la lourde charge financière, matérielle et morale que nécessite le fonctionnement correct d'une université qui se veut de qualité, n'est-ce pas de la bonne logique et une manière de récompenser, de reconnaître les sacrifices consentis et la générosité manifestée vis-à-vis des jeunes générations et de la vie de la nation tout entière. Cette manière de répartition des charges n'est du reste pas exclusive à l'université du Bas-Zaïre. Maintes universités communautaires ont jugé fondée et raisonnable cette démarche et l'ont adoptée. Elle est même une pratique habituelle dans tous les États et toutes les institutions qui recherchent des procédés d'organisation efficaces et de fonctionnement rationnel. Aux États-Unis, par exemple, les étudiants non originaires d'un État donné sont tenus de payer plus que les originaires. Et cette sériation logique n'a jamais engendré ni crainte ni désordre dans le fédéralisme américain. Nous notons tout simplement que nulle part le fédéralisme bien pensé et bien compris n'a été ennemi du nationalisme. Le plus grand tort que nous ferions à nous-mêmes et aux générations futures est de ne point nous inquiéter que le long règne de l'unitarisme ne soit jamais parvenu à engendrer la conscience nationale dont les unitaristes notent la grosse carence. La conscience de nos responsabilités vis-à-vis de la destinée de nos fils et petits-fils, bref, de toute notre progéniture, doit nous interdire de prendre à la légère l'option fédérale. Pour notre pays, le fédéralisme est la source du vrai nationalisme. Il est l'unique forme d'État appropriée aux particularités du Zaïre et il est la seule forme d'organisation étatique capable de générer la compétitivité salvatrice, de développer l'ensemble de nos régions et d'assurer à nos enfants quelques chances d'exister avec dignité parmi les peuples du 3e millénaire. Voilà, c'était la mise au point de l'université du Bas-Zaïre face aux propos tenus par M. Salou Yamba au cours d'une émission 200 de cloche qui portait sur la forme de l'État que devrait adopter le Zaïre, l'unitarisme ou le fédéralisme. Voilà, nous allons maintenant poursuivre ces débats avec M. Kapita et M. Mende. M. Kapita, l'histoire nous apprend que les Kametatu, les Mandungu, les Ngunz et autres
ont mené pendant un moment une lutte dans l'opposition et puis on s'est rendu compte qu'ils se sont rangés. Est-ce que vous pensez que c'est à cause des conditions difficiles de vie ou est-ce que parce qu'il n'existe pas une organisation structurelle de l'opposition ou encore est-ce à cause de l'absence d'idéologie ou des convictions politiques ancrées que ceux qui prétendent se battre dans l'opposition ont jeté finalement l'éponge, M. Mende? Eh bien, je ne suis pas responsable du départ de ceux que vous citez. Je pense qu'il faudrait mieux poser la question à ceux qui prétendent avoir chassé des gens ou qui estiment avoir le droit d'en chasser. Pour ma part, je dois m'étonner d'abord d'apprendre que l'USO-Réalier aurait exclu des gens, parce que qu'est-ce qu'on appelle l'USO-Réalier? Qu'est-ce qu'un groupe social? Un groupe social, ce n'est pas la somme des volontés individuelles de ceux qui ont reçu mandat de le représenter. Un groupe social a une existence tout à fait différente de l'existence de ceux qui ont reçu le mandat de la conduire à un moment donné ou de la représenter. S'agissant de l'USO-Réalier, le groupe USO-Réalier est la propriété des membres de l'USO-Réalier. Et puisqu'il s'agit d'un groupe démocratique, c'est la majorité de cette famille politique qui engage, qui prend des décisions et qui conduit l'action du groupe. Or, en l'espèce, on nous parle de l'exclusion de certaines personnes physiques de l'USO-Réalier, exclusion décidée par des gens que l'on présente comme USO-Réalier. En fait, nous avons lu qu'il s'agit d'une coordination qui aurait été mise en place par les États généraux de l'opposition. Et j'ai pris rapidement la liste de ces membres de cette coordination. Je vois 14 personnes, je ne vais pas citer leurs noms, mais dans les 14, je vois que 10 sur 14 sont d'un parti politique, l'UDPS, que représente M. Kapita ici. Un est membre du barreau de Kinshasa, et le barreau n'a jamais adhéré à une famille politique quelconque, parce que les avocats se disent neutres. Un est d'un parti autre que l'UDPS, et 2 sont de partis inconnus. Donc je ne vois là autre chose que les manifestations d'ambition hégémonique et électoraliste d'un parti qui a commis l'erreur d'aller un peu trop tôt en campagne électorale. Vous savez, il faut une certaine discipline dans les choses d'une nation. Lorsque les élections n'ont pas encore commencé, on ne va pas en campagne électorale. Et lorsqu'on a affaire à une dictature aussi bien implantée que celle que nous affrontons, on ne va pas en campagne contre ceux qui sont avec vous dans l'opposition, avant d'avoir affaibli la dictature qui est en face de nous tous. Il y a donc là une volonté de lynchage et d'utilisation abusive des alibis par nos amis de l'UDPS qui ont un vieux projet que M. Kapita a toujours défendu, celui de faire de l'UDPS un parti unique dans l'opposition, mais un projet chimérique qui ne pourra pas se réaliser parce que nous sommes des membres de l'opposition qui ne sommes pas de l'UDPS et qui ne seront certainement jamais de l'UDPS. Et en tous les cas, si on voudrait nous transformer en UDPS, ce n'est pas en nous insultant ou en nous excluant qu'on le fera, c'est probablement par la conviction. Je suis lumumbiste, vous voyez bien ce que je porte là, et je pense que cela gêne M. Kapita. C'est pour cela que lui et ses amis se sont empressés de créer ces situations tout à fait irrationnelles, parce qu'on exclut des individus qui ne sont même pas sujets de droit dans l'USO-Réalier, qui est un rassemblement d'associations et de partis. On a tenu à exclure des individus uniquement pour les jeter en pâture à l'opinion, alors que M. Kapita sait que même Dieu ne peut exclure de l'USO-Réalier des gens qui ne sont pas sujets de l'USO-Réalier. C'est comme si je vous révoquais, madame, de la GECAMINE, alors que vous travaillez à l'OZRT. Monsieur Paul Kapita, au début de la création de l'Union sacrée, l'UDPS, votre parti, n'était pas très chaud pour rentrer dans cette plateforme de l'opposition. Madame Chantal, c'est exact, mais j'aimerais d'abord commencer par définir un tout petit peu l'opposition, c'est quoi dans notre pays. Nous allons y arriver. C'est très important. Nous y arriverons. Très important. Nous y arriverons. L'opposition dans notre pays ne peut pas être confondue avec un nombre X de cadres qui se disent opposants aux leaders. Dans notre pays, à l'opposé d'un certain nombre de pays africains, l'opposition est le fait de notre peuple et nous, Mende Kapita, nous ne sommes que des simples animateurs. Au point que, aujourd'hui, même si M. Tshisekedi n'en déplaise à M. Mende, restait seul
Il est seul en termes numériques, mais M. Tshisekedi sera toujours entouré du peuple zaïrois dans son ensemble, puisque M. Tshisekedi, jusqu'ici, demeure le symbole élite de l'opposition zaïroise. M. Mende est en face de moi en costume. C'est grâce à M. Tshisekedi. Jusqu'au 24 avril 1990, Tshisekedi était le seul en état d'arrestation. Il a été libéré ce jour-là à 10h30 et il a été le seul à avoir contredit Mobutu le même jour après-midi. Et c'est grâce à Tshisekedi que Mende est revenu au pays. Il a fondé un parti dont il dit être lumumbiste. Et lumumbiste, je suis plus lumumbiste que Mende. Moi, à plus d'un titre. D'abord, étant jeune, en 7e primaire en 60, j'ai déclamé le discours de Patrice Emery Lumumba en 7e. Mon maître est là, Mouille Fernand, son collègue au Conseil de la République. Il ne suffit pas de se déclarer lumumbiste, mais on l'est plutôt par les actes que par le parler. C'est par l'agir et non pas par le parler. J'ai des preuves, j'ai des faits pour démontrer que M. Mende n'est lumumbiste qu'en discours. Dans l'agir, il ne l'est pas du tout. Aujourd'hui, honnêtement parlant, le seul parti de l'opposition, l'UDPS, creuset de l'opposition, fille aînée de l'opposition, parti qui a fait ses preuves, qui a des dimensions nationales, c'est ce parti-là qui devrait normalement s'appeler le MNC, Lumumba. Si moi j'ai fondé l'UDPS, c'est compte tenu de ce que nous avions vécu comme situation. Et j'en profite pour dire, en 80, la lettre ouverte que nous avions signée, en tant qu'élu démocratiquement et librement par ce peuple, librement et démocratiquement depuis que Mobutu est au pouvoir. Cette lettre est l'origine de tout ce que nous vivons aujourd'hui. En 1982, nous créons l'UDPS. C'est à cette date-là que Feu Edi Moukouna engagera M. Mende comme animateur de l'émission Je me perds en avant. Et chaque jour à 6h du matin, c'est M. Mende qui nous réveillait. J'espère. Je crois qu'il en a gardé les séquelles. Monsieur Capitaine. Il n'y a pas lieu de parler de l'hégémonie. L'UDPS s'impose de par ses dimensions et M. Mende n'a pas le droit de s'attaquer à l'UDPS. Il n'y a pas d'hégémonie. L'UDPS s'impose sur le terrain. L'UDPS est là. Personne ne peut méconnaître les dimensions de l'UDPS. C'est grâce à l'UDPS que Mende est en costume. C'est grâce à l'UDPS que Mende est rentré au pays. C'est grâce à Tshisekedi. C'est grâce à Tshisekedi qu'aujourd'hui, nous pouvons parler librement, critiquer Mobutu. Il y a plusieurs journaux, c'est grâce à Tshisekedi. Monsieur Mobutu avait limité le pluralisme à toi. Mais c'est Tshisekedi Etienne qui a dit, pas question, Mobutu n'a pas ce droit, futur chef de l'État. C'est grâce à sa réaction patriotique, qu'aujourd'hui, on a 500 partis. Mais il y a parti et parti, il y a des partis directoires. C'est le parti. Monsieur Capitaine, ni vous, Monsieur Capitaine, ni Monsieur Tshisekedi, ni Monsieur Mende ne peuvent s'accaparer de l'histoire de l'opposition parce qu'en lisant l'histoire politique du pays, il y a eu plusieurs personnes qui ont contribué, qui ont mené une lutte dans l'opposition. Je citerai par exemple Monsieur Gizenga, je citerai par exemple le FNLC qui a mené une lutte armée de l'opposition. Alors j'aimerais revenir à cette question que je vous avais posée à M. Paul Capita. Au début de la création de l'Union sacrée, l'UDPS refusait d'adhérer à cette plateforme. Justement, madame, l'UDPS avait raison. Ce que nous vivons donne pleinement raison à l'UDPS. Pourquoi nous n'étions pas chauds? Nous nous sommes alliés à n'importe qui. Il y a des personnes, j'évite de les appeler personnalités, qui attendait un décret pour s'opposer à M. Mobutu. Le capitaine n'a pas attendu un décret. En 80, M. Mobutu me connaît très bien. D'abord, je suis un ancien officier. Je suis un ancien officier, très bien connu du président Mobutu, en tant que militaire, en tant que chef de l'État. Je n'ai pas attendu un quelconque décret. Nous sommes en 1980. En 82, nous avons fondé ce parti qui a engendré tout ce que nous sommes en train de vivre. Nous avons été réticents. Pour la simple raison que tous ces messieurs qui avaient été formés à l'école de Mobutu, les uns à l'âge de 25 ans, d'autres à l'âge de 30 ans, quelle que soit leur fonction, quelle que soit leur position sociale, ces messieurs, il leur était difficile de s'en départir facilement à la suite d'un discours. Nous avions raison. Vous voyez, les Ngunz sont partis, les Kamitates sont partis. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Je connais, je suis un homme politique. Un homme politique a l'information. C'est son arme, c'est son repas quotidien. Je ne peux pas déballer des choses ici, mais je sais
que M. Kamita devait partir. Je sais que M. Ngozi devait partir. Je sais que M. Mendes devait partir. Je sais que M. Kibas devait partir. J'ai toute une liste. Et pose-moi des questions sur chacun de ces messieurs. Mais on n'est pas là pour saliner les individus. Mais je sais que l'UDPS avait pleinement raison d'être réticent. Aujourd'hui, les faits nous donnent pleinement raison. Monsieur Mendes, je vais vous permettre de réagir, mais je crois qu'il est de mon devoir de rétablir quand même le fait. M. Tshisekedi a évolué également aux côtés de M. Mobutu, comme toutes les personnes que vous venez de citer. Monsieur Mendes. Eh bien, je suis un peu surpris par ces déclamations que on est en train de nous faire. J'apprends, par exemple, que militer dans un parti lumumbiste, ce n'est pas la preuve du lumumbisme. Je n'ai pas dit cela. Je suis plus lumumbiste que Mendes Lambert. Par les faits, par l'agir. Est-ce que je pourrais continuer? Je suis plus lumumbiste, 1000 fois plus lumumbiste que Mendes qui se réclame en discours lumumbiste. J'espère que définir le lumumbisme, c'est quoi? J'espère que nous ne sommes pas à un meeting. Vous permettez un meeting de parlementaires debout, nous sommes à la télévision, je voudrais réagir et qu'on me laisse terminer mon propos. J'apprends que Tshisekedi, c'est le peuple. Monsieur Tshisekedi. J'apprends que l'UDPS, c'est le seul parti. Il est plus âgé que toi. J'apprends que personne n'a le droit de critiquer ni Tshisekedi ni l'UDPS. J'apprends que l'UDPS s'impose par sa force. Et j'apprends qu'il y a des gens comme moi qui avons été formés à l'école de Mobutu. De la JMPR. De la JMPR. Monsieur Kapita, après votre passage dans l'armée, et après quelques mois seulement de militance dans l'UDPS, alors en gestation, au début des années 80, vous oubliez de signaler aux téléspectateurs que vous avez été quelque part. J'ai été chef de bureau, c'est le sommet que j'ai atteint qui impressionne tant M. Kapita. Lorsque M. Mukuna m'a engagé chef de bureau de l'administration publique et à ce titre, responsable du bureau d'information. Et après quelques mois seulement de militance dans l'UDPS, alors en gestation, au début des années 80, vous oubliez de signaler aux téléspectateurs que vous avez été quelque part. J'ai été chef de bureau, c'est le sommet que j'ai atteint qui impressionne tant M. Kapita. Lorsque M. Mukuna m'a engagé chef de bureau de l'administration publique et à ce titre, responsable du bureau d'information au département de la jeunesse, à l'époque quartier général de la jeunesse, parce que nous sommes à l'époque du parti État, et j'ai animé des émissions qui relevaient de ce ministère, parce que si j'avais été ministre ou vice-ministre, je ne serais pas venu animer des émissions. Et après, je suis allé à la fonction publique, à l'enseignement supérieur, avant de m'exiler en Europe. Et cela ferait de moi un membre de la nomenclatura mobutiste. Mais M. Paul Kapita, qui a été nommé membre du comité central du MPR, parti État, de 83 jusqu'à 90, jusqu'au jour où M. Mobutu a fait son discours de réforme, pendant 7 ans, il ne serait pas membre de la nomenclatura. M. Edi Mukuna, paix à son âme, qui est l'ami, qui fut l'ami de M. Kapita, qui m'a recruté et qui fut mon chef hiérarchique, alors que j'étais chef de bureau, il était dirigeant national avec rang de secrétaire général, lui n'est pas membre de la nomenclatura. Non, je me demande si on se moque des gens, je me demande si on fait un meeting ici pour faire passer n'importe quelle idée, je me demande si on est venu éclairer la lanterne de ces millions de Zaïroises et de Zaïrois qui nous suivent et qui veulent comprendre en quoi l'opposition, dans sa majorité, qui est en désaccord avec le chef qu'elle a élu. Vous me dites d'appeler Tshisekedi monsieur, je veux bien l'appeler monsieur, je l'ai élu. Et ce n'est pas parce qu'il n'a pas de qualité que je l'ai élu. Mais lorsque je l'ai élu, ce n'est pas pour renoncer à mon libre arbitre. Je l'ai élu comme dirigeant d'un groupe démocratique et ce n'est pas pour me soumettre, comme vous me le conseillez, me prosterner à ses pieds comme vous vous prosterniez devant Mobutu au comité central du MPR. J'ai le droit de dire le vrai, j'ai le droit de dire que je ne suis pas d'accord, et si M. Tshisekedi et vous n'êtes pas capable d'accepter que j'exerce ce droit avec mes amis, de vous demander de cesser de nous distraire dans des chemins tout à fait oiseux qui ne peuvent pas nous mener vers le seul objectif que nous reconnaissons à la transition, c'est-à-dire des élections libres et transparentes, parce que vous vous opposez à nous, parce que nous exigeons qu'il y ait des élections. Nous savons qu'il faut des préalables, mais nous disons qu'il ne suffit pas de proclamer des préalables, parce que vous aimez beaucoup les proclamations.
Il faut proclamer Lumumba pour être lumumbiste. Il faut proclamer les préalables et s'en tenir à des proclamations. Nous disons non. Nous ne devons plus nous en tenir à des proclamations. Nous devons nous impliquer en âme et conscience, en chair et en os, dans la réalisation de ces fameux préalables. Et vous n'êtes pas d'accord, M. Kapita, et vous voulez, parce que vous avez des moyens, 4 journaux qui vous servent d'officine de propagande, faire croire à l'opinion que parce que nous vous tenons tête dans ce débat autour de la nécessité d'aller aux élections dans les délais constitutionnels, nous serions devenus moboutistes, parce que c'est vous qui nous auriez admis dans l'opposition. Laissez-moi vous dire qu'un peu de modestie ne vous ferait pas de mal. Parce que souvenez-vous bien, vous avez accompagné Mobutu en Europe au cours du début des années 80, et cette photo, si on peut la montrer bien dans la caméra, me montre au cours d'une manifestation avec le ministre belge. J'avais l'âge que j'avais à l'époque, remettant une toque léopard pour dire au ministre qu'il était moboutiste parce qu'il vous avait reçu, M. Kapita. Et j'avais fait 24 heures de prison, arrêté par le commissaire de 8 du commissariat de Bruxelles, à cause de vous, parce que je vous avais jeté des tomates en 83. Alors racontez à d'autres que vous êtes devenu le parangon de la vertu dans l'opposition, mais pas à moi, qui était en exil à Bruxelles entre 80 et 90, pas à moi, dont la famille croupissait dans les géoles de Mobutu. Et quand on a arrêté Tshisekedi pour la première fois, il a trouvé toute ma famille en prison. Et il les connaît. Et ils ne sont sortis qu'après, peut-être 6 mois, que M. Tshisekedi ait été libéré. Alors ne réécrivez pas l'histoire à votre façon. Ce pays a déjà eu l'histoire déformée par le fait des colonialistes, déformée par le fait de M. Mobutu et de son régime. Alors s'il vous plaît, M. Kapita, épargnez-nous d'un révisionnisme historique. Reconnaissez le rôle de chacun. Reconnaissez le rôle des lumumbistes, pas des lumumbistes fédéralistes, je ne sais pas quel est ce thème. Vous dites l'UDPS serait devenu le MNCL. Reconnaissez notre rôle. Nous avons joué un rôle, nous avons payé le prix, et je ne vous laisserai pas venir ici raconter à la population que l'histoire du monde a commencé avec vous et avec vos amis. D'accord, vous êtes mis d'accord, chacun a fait une mise au point, vous avez fait une mise au point sur le rôle dans la position, M. Mende vous a répondu. Alors maintenant, si vous le permettez, nous allons rentrer dans des débats qui nous concernent ce soir. Apparemment, si vous avez exclu M. Mende et ses amis, c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous quant à l'organisation des élections. Je réponds. D'abord, de par ma formation, puisque j'ai été formé, et j'aurais souhaité que dans les rencontres de ce genre, on commence par dépeindre les intervenants. Un homme politique, c'est un modèle. Un homme politique ne raconte pas des choses en l'air. Je n'ai pas été nommé par M. Mobutu en 80. Je suis désolée, monsieur, ce n'est pas un débat entre vous, c'est un débat sur la crise qui existe aujourd'hui au sein de l'opposition. Ce n'est pas un débat entre M. Mende et M. Kapita. Accord daté du mois de juillet et juin 87. Vous ne faites pas des accords avec 87. Je croyais que vous ne faites jamais des accords. Et M. Mende, qui m'interrompt, a toujours appartenu au SNIP. J'espère qu'il s'en est départi. J'ai été nommé. Le président Mobutu m'écoute. J'ai été nommé sans avoir écrit au terme des accords de Badolite. Mes collègues sont là. S'il vous plaît, oui. Je suis désolée, nous devons arrêter là. Parce que les débats aujourd'hui... Je suis désolée, M. Kapita. Le débat, ce n'est pas entre vous deux personnes. Le débat, c'est sur ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'opposition. Alors, je réponds à cette question-là. Pour M. Mende, ce qui vous oppose aujourd'hui, c'est les élections. Eux sont d'accord pour aller aux élections et vous n'êtes pas d'accord pour aller aux élections. Qui vous a dit que nous ne sommes pas d'accord d'aller aux élections? Nous avons posé des conditions. Je ne suis pas au Haut Conseil de la République. Lui, il est au Conseil de la République. Il connaît le contenu du protocole d'accord. Il y a des conditions que nous appelons préalables qui ont été posées et le protocole d'accord a été signé par les deux partis en présence. Entendez, Madame Chantal, l'opposition et les forces politiques du conclave. L'opposition est pour les élections, mais il y a des conditions. Il ne sert à rien d'entretenir gratuitement des confusions là-dessus. Tant que les conditions ne sont pas remplies,
On ne doit pas aller comme ça machinalement aux élections. Et les élections dans ce pays ne sont pas une panacée. Nous devons le souligner. Il y a eu élection en face ici. Après les élections, près de 5000 morts. Il y a eu élection en Angola, que M. Savimbi est venu nous apprendre ici. Après les élections en Angola, vous connaissez le drame social en Angola. Il y a eu élection au Burundi, il y a eu élection au Rwanda. Le Zaïre, Congo, n'est pas n'importe quel pays. C'est un sous-continent. Nous ne voulons pas que le sang de notre peuple coule. Il a déjà coulé davantage pour qu'il coule. Encore une fois, nous nous sommes souscrits dans le processus électoral, mais nous voulons aller aux élections qui sont vecteuses d'une paix sociale pour tous. Nous n'aimerions pas les élections à l'angolaise, à la burundaise, à la rwandaise, à la congolaise. Non. Dites-vous bien que si nous allons comme ça machinalement à ces élections, comme il le prétend, le sang qui va couler dans ce pays, c'est un sang que personne ne saura contenir, même pas la Troïka, même pas les États-Unis d'Amérique. Alors, nous aimerions que le président Mobutu et son camp s'impliquent dans l'acte constitutionnel de la transition. C'est tout ce que nous exigeons. Nous n'avons pas autre condition. Comment peut-on aller aux élections aujourd'hui, madame? Oui, mais... Tous les gouverneurs sont bien pères. Parmi les commandants des régions, d'abord l'armée, quelle est sa physionomie? Il y a deux physionomies. Il y a une milice clanique sur-armée. Il y a l'armée régulière. C'est un corps auquel j'ai appartenu et que je connais de fond en comble. Si on va aux élections avec cette milice, avec cette double physionomie, nous allons connaître un drame. L'histoire de ce pays a connu. Vous permettez, monsieur... Tous les pays de sécurité sont tenus par les ressortissants d'une région et particulièrement d'une ou des tribus. On ne peut pas aller aux élections comme ça. Monsieur Nous ne sommes pas une tribu, nous sommes un État. Et nous voulons que ce soit un État de droit. Quand vous parlez de l'implication du président de la République dans l'acte constitutionnel, clairement, qu'est-ce que vous voulez dire? Clairement, nous voulons... Il est impliqué dans cet acte. Nous voulons dire ceci. Le président Mobutu l'a déclaré. Vous l'aviez tous suivi. C'était d'abord lors de sa prestation sur l'Afrique numéro 1, il avait taxé notre constitution d'indigeste. Constitution qui a été élaborée par le Conseil de la République, adoptée par les deux camps, entendez les FPC, ISOR et alliés, promulguée 24 heures après son adoption. Promulguée par qui? Par le chef de l'État, le président Mobutu. Comment le même président qui a promulgué cette constitution peut se permettre de la qualifier d'indigeste? Ça, c'est un danger. Nous aimerions que le président Mobutu souscrive à la constitution. Le fait qu'il est qualifié d'indigeste ne veut pas dire qu'il n'est pas impliqué dans la constitution. Il ne s'implique pas. Deux, le président Mobutu avait déclaré également, sur la même voie, Afrique numéro 1, il avait dit, mais n'eût été mon intervention, M. Keng n'aurait pas été élu, il n'a que 4 députés au Conseil de la République. C'est une violation de la loi. Monsieur Mende, vous-même, la classe politique, quand vous êtes réunis au Palais du Peuple, lors des concertations politiques du Palais du Peuple, vous étiez mis d'accord sur un certain nombre des préalables qui devraient absolument être réalisés avant d'aller aux élections. Maintenant, aujourd'hui, vous semblez oublier tous ces préalables pour vous lancer dans les élections sans la réalisation de ces préalables. Je crois que c'est une vision caricaturale, madame, que de dire que nous ne nous préoccupons pas des préalables. Je partage l'analyse que vient de faire M. Capita, parce que c'est une analyse que nous avons défendue lors des concertations du Palais du Peuple et que nous défendons au Conseil de la République, Parlement de transition. Seulement, qu'est-ce qui nous oppose? Quelle est la nuance? La nuance, c'est que nous souhaiterions ne pas nous contenter des analyses. Il faut sortir un peu de cette gestion incantatoire. Lorsque nous aurons répété à l'infini qu'il faut respecter des préalables, eh bien, il faudra quand même que ces préalables deviennent concrets. Ici, M. Capita nous dit qu'il faut que Mobutu et son groupe s'impliquent, mais c'est ce que nous disons. C'est ce que nous avons signé lors des accords du Palais du Peuple. Mais il faut sortir de cette approche passive, attendre de Mobutu qu'il puisse s'impliquer. Mais quelle naïveté, madame. Est-ce qu'on va imaginer que le président Mobutu, qui sait bien que si des élections libres
et transparente était organisée, il n'aurait que très peu de chance, si aucune du tout, de pouvoir se succéder à lui-même, que c'est cet homme-là qui va s'impliquer pour nous donner finalement sa chute, pour mettre au pouvoir quelqu'un qui viendrait de l'opposition. Mais c'est de l'enfant, à la limite. Quels sont ces préalables? Une armée dépolitisée, des services de sécurité sous le contrôle du gouvernement, c'est-à-dire que ce ne soit plus Mobutu qui contrôle cela et qui en fasse une milice tribale, une territoriale gérée de manière partagée, un gouvernement d'union nationale et des infrastructures et tous les autres préalables d'ordre logistique. Mais madame, nous pouvons répéter cela à l'infini, cela ne viendra pas comme une génération spontanée. Il faut qu'il y ait des têtes, il faut qu'il y ait des bras, il faut qu'il y ait des pieds pour se battre, pour pousser. Or, M. Kapita et ses amis nous demandent d'attendre de Mobutu un geste de philanthropie, un geste charitable, que Mobutu s'implique, Mais parce que Mobutu n'a pas intérêt à ce qu'il y ait des élections fiables, eh bien, il n'a qu'à ne pas s'impliquer et il n'y aura pas d'élections fiables. Ce qui nous laisse penser qu'il y a quelque part une alliance objective, consciente ou inconsciente, entre M. Kapita et ses amis et le président Mobutu et sa famille politique. Parce que qu'est-ce que c'est que cette tendance à pousser notre population à se croiser les bras et à attendre que le dictateur puisse se réveiller, devenir un bon monsieur qui va s'impliquer dans des élections fiables et donner la démocratie aux gens, quitter le pouvoir par lui-même et se faire remplacer par un autre candidat. Je dis, c'est ou bien de la naïveté ou c'est une forme poussée de cynisme. Nous refusons de céder à cela et la majorité de l'opposition est de cet avis qu'il ne faut pas se limiter à des incantations. Il faut sortir de cette gestion passive, s'impliquer dans le combat pour réaliser ces préalables. Il ne faut pas se limiter à des discours. Or, qu'est-ce que M. Kapita nous dit? Il ne faut pas aller au Conseil de la République, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Il n'y a que des mots d'ordre négativistes. Et maintenant, depuis le mois d'octobre de l'année dernière, depuis que M. Kapita, qui n'a jamais été impliqué dans ces contacts dont il parle, ni au Palais de Marbre, ni au ACR, ni aux négociations politiques, on l'a vu, il a fait irruption comme un cheveu dans la soupe dans notre famille politique au mois de novembre, et il n'a jamais posé aucun acte contre Mobutu. C'est bien de parler, mais nous n'avons jamais vu un acte personnel de M. Kapita contre Mobutu. Toutes les initiatives de M. Kapita sont dirigées contre les autres membres de l'opposition. Et c'est parce qu'il a entraîné M. Tshisekedi dans cette voie qu'il y a le problème aujourd'hui où on considère qu'il y a des actes qui indiquent un manque de respect envers M. Tshisekedi. Il n'y a pas seulement à se plaindre, il faut voir les causes des actes qui sont posés. Oui, Monsieur Paul Kapita, quand on regarde la liste des personnalités que vous avez exclues, la plupart sont des conseillers de la République, donc des parlementaires, et quand on regarde de votre côté, apparemment, il y a une minorité. Comment comptez-vous mener l'opposition et mener ce combat que vous menez? Vous comptez le mener en dehors du Parlement? Madame, ce sera quelle sorte d'opposition que vous allez faire? Je souligne que l'opposition est le fait de notre peuple qui souffre, qui ne sait plus manger, et cela depuis 80. Puisque depuis 80, le salaire qu'on vous payait, je ne sais pas si tu étais déjà salarié, ne représentait que 60% de la valeur réelle, nous l'avions dit dans notre lettre ouverte. Aujourd'hui, il faut être un mathématicien de haut talent pour calculer le pourcentage que représente ce qu'on vous donne. D'ailleurs, en français, ça ne s'appelle pas salaire, ça ne peut trouver un terme qu'en lingala. On vous paye les mabonza, puisqu'on peut donner 10 zaïrs ou 20 zaïrs. Nous n'avons pas à dire qu'on a exclu des parlementaires. Voici ce qu'il y a eu, madame. Comment comptez-vous arriver à la réalisation des préalables auxquels vous tenez? Nous avons organisé les états généraux de l'opposition. C'est un temps d'arrêt. Nous nous sommes dit pourquoi ça ne va pas. Pourquoi on ne va pas de l'avant? Pourquoi parmi nous il y a telle situation qui se produit? Alors marquons un temps d'arrêt, analysons objectivement, dans la solidarité, dans la responsabilité, tous unis pour analyser la situation de l'opposition afin de nous permettre d'aller de l'avant. Et nous avons commencé les états généraux de l'opposition. M. Mende a vite fait pour partir en Europe. Il n'a pas assisté à ces assises.
et tous les travaux préparatifs à ces États généraux l'ont été sous la présidence de M. Tshibwabwa Achilapache, qui n'est pas de l'UDPS. Je n'avais aucun pouvoir jusqu'à la fin des travaux préparatoires. Nous entrons maintenant dans la phase exécutoire. On met sur place un bureau définitif à l'issue d'une élection. Nous commençons nos travaux. Parmi les membres de notre famille, et combien étions-nous, puisqu'ils ont encore commis une grosse erreur? Nous étions 271 membres, c'est-à-dire partis politiques, associations et syndicats. 110 partis de l'ISOR, 86 partis de la COSOR, 75 associations et syndicats appartenant à la société civile, puisque dans leur cabale du Palais du Peuple, ils avaient eu l'audace de dire sur les ondes que sur les 236 partis que contient l'Union sacrée, société civile, pardon, l'Union sacrée, donc la famille politique opposée à celle de Mobutu, ils avaient réussi à regrouper 215. C'est un mensonge cru, je m'excuse beaucoup, un mensonge cru et inacceptable. Au total, nous avons 271, je vous donne les détails, 110 ISOR, partis politiques, 86 partis, COSOR et 75 associations et syndicats. Nous avions un règlement intérieur. Règlement qui est ici, sous la présence de M. Tshibwabwa. Oui, et dans ce règlement, il y a un article 34 qui dit ceci. Les décisions des égaux sont impératives. C'est M. Tshibwabwa qui était président, exécutoire et opposable à tout membre de la famille politique qui sort et allié dès leur adoption par la plénière des égaux. Ce n'est pas Capita, simple membre Tshibwabwa Achilapache du Parti chrétien. Alors, maintenant, nous commençons les travaux. Au cours de nos travaux, le parti de M. Mende et tant d'autres partis, le PDC en tête, avait fait des vociférations et des déclarations intempestives contre les États généraux. C'est ainsi que... Retenez votre idée, nous allons revenir dans quelques instants, juste le temps de suivre de la pub. Qui sont alliés. Dès lors que certains membres font des déclarations intempestives contre ce règlement intérieur, contre l'état général de l'opposition. C'est prévu dans ce règlement intérieur d'exclure les gens qui vont à l'encontre des décisions qui ont été prises Madame, aux états généraux de l'opposition. Applicable et opposable à tous, ça implique des sanctions. Oui, mais quand ce n'est pas... il faut exclure. Il faut prendre cette décision extrême. Mais une famille politique, c'est quoi? C'est comme un parti politique, c'est une association. Dans chaque association, mais dans les mutuelles, il y a un règlement, il y a les statuts auxquels tous les membres sont liés. Mais dès lors qu'il y a des déclarations hostiles à ce règlement-là ou à cette loi-là, il s'ensuit automatiquement que les gens s'excluent. C'est ainsi que nous avions exclu temporairement la première catégorie à laquelle appartient mon ami Mende. D'accord. Les 12 là. D'accord. Oui. Monsieur Mende, les décisions prises aux États généraux de l'opposition, tout le monde était d'accord, était exécutoire et opposable à tous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes plus senti concerné par toutes ces décisions et résolutions prises aux États généraux de l'opposition? Je ne pense pas, madame, que cette analyse de M. Capita reflète la réalité. La présidence de ces États généraux a été effectivement au niveau provisoire confiée à M. Tshibwabwa. Je suivais tout cela de Bruxelles où je m'étais rendu le 1er janvier pour le compte de mon parti, parce qu'il n'y a pas que l'USOR et alliés à prendre notre temps. Il y a le Parlement, il y a nos partis, il y a nos familles. Mais M. Tshibwabwa lui-même, dès lors qu'il a constaté qu'il y a eu des manœuvres frauduleuses qui n'honorent ni le parti de M. Capita, ni l'opposition dans son ensemble, le vol de 100 macarons qui a été dénoncé en son temps par M. Tshibwabwa. M. Tshibwabwa ne pouvait que refuser de cautionner de son autorité morale une telle pratique, surtout dans le chef d'une famille politique qui se dit acquise au changement. Le parti de M. Capita a subtilisé 100 macarons afin de faire ce que l'on appelle du dopage, de faire entrer 100 membres de son parti, alors qu'il n'était autorisé que 2 membres, je crois, si je ne me trompe, par parti. Alors, que ces États généraux ne soient pas des États généraux de l'opposition, c'est un fait certain. Nous les appelons, nous, madame,
les EGO, États généraux de l'UDPS orthodoxe. Donc nous ne pouvons nous sentir concernés que par les États généraux de l'opposition. Nous ne sommes pas de l'UDPS orthodoxe, où on a pris 100 membres de l'UDPS orthodoxe pour doper et en fait nous faire avaler des décisions favorables à l'UDPS orthodoxe. M. Kapita a également soulevé le problème de la réunion plénière de la famille politique de samedi dernier. 271 membres, dit-il, et non pas 236 comme nous l'avons dit. Mais cela ne remet nullement en cause le fait qu'il y avait là 215 partis politiques et associations de